Eh ben, coucou Mika, eh ben, on est de Monica, retour. alors, C'est dimanche après-midi et contrairement à dimanche passé, il pleut. Donc, il pleut, donc on est à l'intérieur. on est à l'intérieur, on n'est plus à l'extérieur, mais on est tout aussi bien à l'intérieur comme à Oui, l'extérieur. Écoute, on est vraiment, enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs depuis dimanche dernier. Et ce qui était plutôt une discussion amicale entre nous, qu'on a diffusé largement pour en faire bénéficier aux autres, bah, c'est devenu pas mal de retours, pas mal de questions, pas mal de ouais, c'était super, on veut un peu plus, etc. Et nous, de toute manière, on continue à se parler, donc bah autant le oui, faire. pour en faire profiter tout le monde. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y en a pas mal qui se retrouvent un peu chez eux parce qu'on est toujours en confinement, parce qu'à Paris, voilà, il faut respecter le confinement. Et parce qu'en plus, il pleut, je pense que c'est la première fois qu'il pleut depuis qu'on est confiné. On a eu le droit à un temps super. Non, il y avait eu 3 jours de pluie au début, je crois. Ah oui, bon, je reste sur cette histoire de beau soleil de Paris qu'on n'en a jamais vu au mois d'avril. Et ben voilà, donc du coup, aujourd'hui, on continue un peu parce que moi, j'ai envie de continuer à parler avec toi pour explorer un certain nombre de choses, enfin des questions que les gens se posent aujourd'hui, notamment entre ceux qui sont confinés tous chez eux, et donc explorer un peu cette notion de relation à soi et relation à la solitude, et un peu ceux qui sont confinés avec des autres, et donc voir un peu quel est ton regard sur les autres. Et puis on verra bien qu'est-ce qui nous passe par la tête. On va voyager un peu, on va se pencher un peu dans des choses qu'on aime. On Et va puis divaguer. voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça te va? Ça me va. Bon, bah, Onike, enfin, commençons par regarder un peu. Toi, tu te trouves tout seul chez toi, non? Si je ne me trompe pas. Mhm. Et alors, c'est quoi le regard que tu portes sur soi en ce moment? Sur soi, alors le regard que je porte sur moi, ça c'est une chose, et je pense qu'en fait, c'est plutôt le contexte dans lequel on est qui est favorable au rapport à soi. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il est de bon augure. C'est tout le plaisir que de se retrouver avec son propre esprit, de pouvoir converser avec soi-même et de pouvoir, je l'espère, s'entendre avec soi-même. La plupart du temps, on est pris par des tas d'occupations et ce qui fait notre identité, c'est souvent ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes, notre travail, la famille. D'ailleurs, on s'identifie toujours et on se présente à travers tout ça. Voilà, je fais tel métier, j'ai 2 enfants, tatati, tatata, voilà. Mais ce qui nous constitue, c'est pas quelque chose qui est représenté, représentable et même quelquefois, on se pose même pas la question en fait. Et puis un jour, on se demande, mais qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère, comme on dit? Voilà, donc là, effectivement, donc il y a des gens qui, je pense, se retrouveront dans une situation inconfortable en se posant ces questions, seuls chez eux. Et c'est pour ça aussi que certains, certaines, quand ils se posent ces questions, entrent dans des traditions où eux-mêmes se sont déjà posés toutes ces questions et ont apporté des réponses. Donc, on les trouve dans les méthodes de développement personnel, les méthodes religieuses, les méthodes dites spirituelles, laïques, euh, et puis un tas d'autres choses, de techniques. Mais je pense même qu'avant d'aborder les traditions et les techniques, ce rapport à soi-même, bah, c'est un rapport naturel qui n'a pas de mots, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de... Et bienheureux celui qui le comprend sans avoir besoin de techniques extérieures. Heureux aussi celui qui s'épanouit grâce à toutes ces techniques. Ce n'est pas un discours qui veut dire que l'un est mieux que l'autre, mais au contraire, c'est... Et je pense qu'à chaque fois, d'ailleurs, pour trouver une technique, la vraie question, ou plutôt la vraie réponse pour aborder tout ça, ce serait quelle est ma nature? Qui suis-je moi? Parce qu'on peut écouter les conseils de l'un, mais si je ne sais pas qui je suis, je vais suivre une voie qui peut-être ne correspond pas à ce que je suis. Et en même temps, quelquefois, il faut bien le faire, il faut bien se tromper pour au fur et à mesure le comprendre, qu'on n'était pas dans la bonne direction et pour nous aider à savoir qui on est, où on va et d'où on vient. Il y a une phrase pardon, qui résume tout ça, c'est
dans un film qui s'appelle Dead Man de Jim Jarmusch, que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, il y a l'Indien qui dit « Jamais l'aigle ne perdit tant de temps qu'en écoutant les conseils du corbeau ». Et tout à fait. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent dans cette période de confinement. Il faut se nourrir aussi son âme, son mental, et puis faire attention à ce qu'on mange. Parce que pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui circulent sur les médias, sur l'Internet, sur tout ça. Je ne suis pas au courant, mais… Voilà, et qu'en fonction de ce qu'on écoute, avec qui on passe le temps, voilà, c'est comme ça qu'on nourrit un peu notre âme et notre mental. Disons qu'on va dire, ils ont fait une étude en fait sur ce qui constitue le bonheur, en tout cas pour beaucoup, et beaucoup de ces études s'accordent à dire que l'environnement est la première source de bonheur ou de malheur. Donc dans l'environnement, il y a tout ce qui nous nourrit, que ce soit les gens, si c'est les gens, l'environnement, voilà, une bonne relation avec ce qui nous entoure, et notamment notre nourriture, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, tout ça, c'est de la nourriture qui va rester, comment dire, gravée dans nos mémoires, dans nos cellules, et qui vont nous donner par affect des réactions par la suite. Donc, effectivement, plus on fait attention à cette nourriture, d'ailleurs, il y a une phrase populaire, il y a beaucoup de sagesse dans les phrases populaires, et il y a une phrase qui dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Tout à fait, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange ensemble, on fait notre repas de Pâques, Ah on oui. se nourrit autrement, voilà. Et c'est intéressant ce que tu disais sur cette question de qui suis-je avec cette relation naturelle à soi, parce que je pense qu'au-delà de, comme tu dis, c'est dans les plus anciens qui ont regardé cela, au-delà de toute théorie. Enfin, bien évidemment, chacun regarde ce qui marche le mieux pour soi, avec quoi il raisonne. Mais néanmoins, il y a cette question de base. Qui je suis, celui qui, voilà, quand je dis j'ai mal, quand je dis je suis heureux, c'est qui le je? Et ça, c'est une question que depuis un mois maintenant, je t'avais parlé de ce moine tibétain avec qui je passe un peu de temps les vendredis et les lundis, le Geshe Damcho, et lui, il travaille directement avec le Dalai Lama, et tous les lundis, tous les vendredis, il pose la même question. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Qui je suis? Et en tout cas, le je qui regarde en ce moment, c'est qui ce je? Celui qui écoute en ce moment, c'est qui ce je? Et en effet, c'est pas parce qu'on y a réfléchi 2 minutes qu'on a la réponse. C'est des années et des années de réflexion. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Les ailes du désir de Wim Wenders. Non, je ne pense pas l'avoir vu, C'est mais je un note. film alors merveilleux. Alors si les gens qui ne le connaissent pas, si vous regardez au début, vous allez peut-être penser que c'est trop intellectuel et trop prise de tête, mais très vite après, on commence à comprendre la poésie et la profondeur de ce film-là. C'est vraiment un bijou. Et moi, quand j'ai vu ce film, j'avais 14 ans, et ce qui m'a marqué dedans, c'est quand ça commence, il parle en allemand, alors phonétiquement, je me souviens à peu près, ça fait as a skin, skins par. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant, et il se demandait, pourquoi moi, qui suis moi, je suis moi. Et ça m'a frappé parce que j'avais 14 ans quand j'ai vu ce film, et parce que je me suis souvenu de moi quand j'avais peut-être 8 ans, et je me rappelle, j'étais dans notre petite maison à la campagne, et j'étais contre la porte du garage, et je regardais le soleil se coucher. Et je me rappelle naturellement, il y a cette question à un moment donné qui m'est venue comme une révélation, mais pourquoi est-ce que moi, je suis moi et je ne suis pas un autre? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, en fait, cette chose-là dont j'avais parlé à personne, dont je ne me souvenais pas, et bien en fait, je prenais conscience que les autres humains se posaient la même question que moi, et que ça, on n'en parlait pas entre nous. Ça appartenait au monde de l'inconscient, en fait. Et voilà, et ça soulève cette chose, en fait, que quand on est même, comment dire, on n'a pas forcément besoin quelquefois d'avoir un entourage et tout ça, ces choses-là, ces questions nous viennent naturellement. Des questions qui nous viennent à 8 ans, à 16 ans, à 30 ans, à 40, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut laisser la place à une page vierge, quelque part, à un moment donné, quelque chose qui n'est pas influencé d'une façon ou d'une autre, pour que laisser ces questions et la philosophie et tout ça nous venir naturellement. Et ça, tout le monde l'a, il faut se faire confiance.
C'est juste qu'après, une fois qu'on grandit, en tout cas, on voit bien dans ce monde d'aujourd'hui, les gens, ils ne se posent pas trop cette question-là. Cet exercice-là, on le perd parce qu'on est très occupé, parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour. Ouais, et puis je pense aussi que, comment dire, on a du mal quelquefois à affirmer les choses qui nous traversent. Déjà la peur de se retrouver ridicule ou ridiculisé. Mais ça, je pense que quand on est un chercheur de, si on peut parler, on va trouver un mot, je sais pas, de vérité, d'autres ils cherchent, les Indiens, leur histoire, c'était la quête de vision. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer des choses et quelquefois aussi, les gens nous enferment dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire, ah, mais tu as dit ça, donc c'est fini, c'est comme ça. C'est comme si une fois qu'on avait affirmé quelque chose, on n'avait plus le droit de changer d'avis. Mais au contraire, si on est un chercheur, il faut admettre, comme je le disais la dernière fois, son ignorance et du coup d'être prêt à peut-être, alors ça peut paraître étrange, mais de dire le contraire de ce que l'on a dit un jour, quelques jours plus tard, parce qu'on aura peut-être de nouveaux éléments à apporter dans notre recherche et ce sur quoi on s'appuie. Et puis surtout, quand moi je fais comment dire, si je fais ma propre analyse, le moi à 8 ans n'était pas le moi à 16 ans. Il y a quelque chose de moi qui est toujours moi. Ça, par contre, ça c'est bon de l'avoir trouvé. Cette chose-là qui ne bouge pas, qui est inaltérable, malgré le temps, l'espace. Il y a un truc qui est moi, en moi, qui n'est ni mon père ni ma mère. Il y a une voix qui est dans ma tête, et je le sais, je l'entends, qui n'est ni mon père ni ma mère, ni mon milieu, ni l'endroit où je travaille, c'est qui est moi depuis le début. Mais malgré ça, j'évolue. Donc ce que je pouvais dire, je peux dire le contraire, ou être même le contraire de ce que j'étais à un certain âge, sans pour autant que ce moi qui est moi depuis toujours est complètement changé. Il évolue simplement. Et on apprend chaque jour, en effet. On a droit de changer d'avis, on a droit de se tromper, on a droit de faire des erreurs, quoique il n'y a jamais vraiment des vraies erreurs. C'est juste des choses, des coups de chance, en fait. Si on est capable de l'expliquer et si on est capable, c'est ça, s'il y a une démarche derrière, c'est après être une girouette, bon après ça c'est autre chose, tu vois, mais il faut qu'il y ait quelque chose de stable quand même. Il faut qu'il y ait une évolution. Donc une évolution, ça veut dire des appuis et c'est ce qui fait la construction psychologique à long terme, qui est quelque chose qui se structure au fur et à mesure. Enfin, je crois, Ben en oui, parlant comme ça. mais c'est tout à fait ça. J'étais en train de réfléchir à cette histoire d'alignement. Tu vois, quand tu parlais de ça, je voyais la colonne vertébrale. Tu vois, je la voyais tout droite. Tu sais, qu'on parle dans la pratique, comme le buste est On fier. appelle ça l'axis mundi, Mm, l'axe du monde. mm, qu'on a chacun en soi. Tu vois, Bien donc, sûr, il y a quelque chose qui nous tient. Il y a et puis même une fois, et puis je dirais quelquefois, avoir un but, avoir quelque chose aussi qui nous tient, en plus de la structure physique ou psychologique. Je pense que la structure psychologique aussi, elle dépend énormément déjà du cadeau que nous a fait la nature. Et si on a eu la chance d'avoir un papa aimant et une maman aimante, ça fait beaucoup plus que de grandes études. Ça, j'ai pu le remarquer dans des environnements où il y a de l'amour et pas de l'amour forcément. C'est juste une véritable attention, enfin quelque chose. Ben, ça structure énormément. Donc, et si on ne l'a pas eu dans notre enfance, c'est bien de pouvoir le construire ou du moins de chercher ça. Et voilà. et tiens, tu fais passer à l'amour, quoi, tu vois. Je pense que dans ce monde-là, l'amour, c'est vraiment tout ce qui reste, quoi, tu vois. La compassion, la gentillesse. Et toi, tu as ça en toi, mais c'est aussi parce que tu as su le recevoir que tu as su le donner après, non? Alors bien sûr. Alors après, souvent j'entends des phrases. Si on me dit ah t'étais un soleil. Et à chaque fois, je dis oui, mais un soleil, c'est une boule d'énergie qui est vraie, mais qui dispense sa lumière autour de lui, mais qui de l'intérieur se consume. Du coup, il faut apprendre à ne pas se consumer complètement. Si on donne, il faut savoir aussi, comment dire, enfin, c'est un équilibre. Ouais. Et tu as raison, et tu as raison. Et pour ceux, parce qu'on parlait un peu de ce regard sur soi, c'est quoi ton regard à la solitude? Donc pour ceux qui se retrouvent un peu
seuls chez eux en ce moment et qui manquent parfois un peu de cette notion d'amour, parce que quand on est tout seul, c'est un peu plus compliqué parfois de recevoir cet amour. Ah bah alors, hop, on ouvre les bras et on fait comme ça, hein. Voilà. Oh, C'est bon, on quelle le reçoit. horreur. Ça fait pas du bien de se retrouver. On n'est pas bien là-dedans. Alors après, il y a une chose, c'est vrai qu'il y a des gens qui naturellement sont bien avec eux-mêmes. Après, c'est pas forcément, et c'est pas une tare que de ne pas être bien avec soi-même. Et d'ailleurs, on passe tous par justement des moments différents. Mais après, voilà, étant donné qu'on va passer, je l'espère, longtemps là-dedans, ce serait bien de le comprendre et à un moment donné de comprendre qu'il faut très vite essayer d'être bien avec soi-même et ça va nous épargner beaucoup de galères à venir, quoi. Alors après, le rapport à la solitude, il y a un très bon livre d'ailleurs qui lie les deux, qui est celui de Krishnamurti et qui, c'est quoi déjà, de l'amour et de la solitude. Ouais, Krishnamurti, de l'amour et de la solitude. Donc là-dedans, je pense qu'il y aura beaucoup de réponses. Alors, ce sera peut-être dur pour l'avoir là maintenant, mais on peut peut-être le télécharger, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose sur Internet. Oui, peut-être il y a des conférences de Krishnamurti sur YouTube. Donc ça peut être intéressant. Mais ça rejoint ce que je disais au début, c'est l'opportunité de pouvoir, si on arrive à se calmer, à pouvoir se rapprocher de soi, ce qu'on appelle la méditation, et ça rejoint la discussion qu'on avait avant, la méditation qui peut être toute l'activité liée à celle du cerveau de façon consciente ou inconsciente. Mais oui, je pense que c'est essentiel que de pouvoir que de pouvoir jouir de soi-même, de son esprit. Tu imagines quand même, notre esprit, c'est le résultat d'une évolution de milliers d'années d'évolution, quoi. Ça nous a permis de sortir de l'austérité, en tout cas comment dire, des peurs que nous offrait la nature, les prédateurs, devoir se réchauffer, devoir s'habiller, devoir se nourrir, tout ça. Et aujourd'hui, alors qu'on est arrivé dans un état où on devrait profiter, en fait, c'est quand même un miracle, ce cerveau. Ben, pour la plupart, il nous fait souffrir, en fait. Et la plupart des gens en souffrent, c'est pas normal. C'est pas normal que dans une civilisation qu'on appelle dite de progrès, qu'en fait, on a un progrès, on crée des machines comme dans Matrix, mais on n'est pas suffisamment sophistiqué pour reconnaître le génie organique. Et tout à coup, on a l'impression de découvrir quelque chose comme ça dans le mouvement un peu New Age et tout, alors que c'est ce qui est dit depuis toujours, c'est le miracle qui est là depuis toujours, c'est devant nous. Je veux dire, même aujourd'hui, quelquefois, je me dis en parler, écrire des livres, je veux dire, tout a déjà été dit et redit et redit et redit. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est fou, c'est dingue. Et peut-être qu'une des choses qu'on attend, justement, parmi les choses qu'on fait ensemble, si tu veux, c'est d'aider les gens. Tu sais, je le dis souvent aussi à mes clients, c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le mettre en place. Et à un instant donné, il faut cette intention et cette action qui t'amène vers là où tu as envie d'être, tu vois. Et donc, dans cette action, ben, il y a une pratique, il y a une discipline, il y a se forcer parfois de le faire, même si on a un peu mal, ou même si on n'en a pas envie. Et peut-être que c'est une pratique comme une autre, que ce soit de l'exercice physique ou de la respiration, mais qui nous permet un peu voilà, de se regarder autrement, d'apprendre à être avec soi quand on se pose des questions qui sont un peu difficiles. Alors, tu as tout à fait raison. Mais le problème avec tout ça, je crois, c'est que, et aujourd'hui, c'est ça la grande prise de conscience, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, toutes ces prises de conscience, là, moi, je fais du yoga depuis 25 ans et depuis 5-6 ans, on va dire, en France, c'est un boom énorme. Et, jusque-là, j'ai toujours pu profiter de mon temps et de moi-même complètement, avant que ce soit la mode du yoga. Puis tout à coup, quand il y a eu la mode du yoga, donc je parle pour moi parce que c'est à travers moi là que je vis cette histoire, donc du coup, je témoigne à travers ça. Du coup, très vite, je me suis retrouvé sollicité et d'un coup, j'ai plus eu de temps. Je me suis retrouvé à courir partout et dans un rythme aliénant et aliéné et dans un monde aliéné. Tout à coup, j'ai vu des gens arriver
qui découvraient le yoga et leur premier réflexe, c'est pas d'avoir attendu 20 ans pour s'exprimer, c'était de s'exprimer tout de suite. Et je me dis que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est que tout à coup, j'ai vu tous ces gens. Et puis, c'est bien que tout le monde se soit mis au yoga, c'est vraiment bien, c'est pas une critique. Mais bizarrement, on s'est retrouvés tous, et moi avec, et avec tous ces gens qui arrivaient, pris dans une machine et un rythme, pas un rythme humain, un rythme de machine. Les gens ont été obligés de faire des formations c'est des formations de 200 heures, ils se sont mis à enseigner tout de suite, ils se sont mis à courir de studio en studio pour apprendre aux gens à prendre leur temps, à s'écouter. Tout à coup, pris dans une machine aussi administrative, parce que tout ça, ça n'appartient plus au monde marginal, c'est inscrit dans un monde marchand, tu vois. Et ce qui est bien, mais ça demanderait, c'est là où je me dis qu'on est tous un peu fous, c'est-à-dire que tout à coup, on a un message, mais en fait, on s'en fiche parce qu'il y a une machine à faire tourner et le temps, c'est de l'argent. On dit, oui, mais on vient de faire une conférence ou un cours pour dire que c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Oui, mais excusez-moi, mais non, mais là, je vous parle sérieusement. Le temps, c'est de l'argent. Donc là, il y a un autre cours à donner, il y a ceci, il y a cela. Et on se retrouve avec tous ces gens qui vivent le contraire Tout à de ce fait. qu'ils disent, et moi-même pris dedans, et avec des gens qui… Et là, je me dis, mais… Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on se retrouve chacun, et là, vous voyez ce qui se passe avec… Quand on est chez soi, pour les gens qui ont commencé à travailler le yoga, quand on laisse l'inertie travailler, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vie pareille dans un monde qui nous demande de courir, qui nous demande des résultats, qui nous demande d'être optimum, qui nous demande en permanence… Et quand je dis nous, je ne pense pas à une conspiration et tout ça, je pense qu'on se crée nous-mêmes ce monde-là. C'est-à-dire que les responsables de tout ça, c'est nous, ce sont tous ces petits gens, tout ce groupe auquel j'appartiens, auquel tu appartiens, c'est nous, c'est l'humanité. Il n'y a pas une conspiration comme ça, j'y crois pas du tout. Mais comment ça se fait qu'on est arrivé, nous, une civilisation, tu vois, avancée, on va dire, en fait complètement prisonnier et esclave d'une idée, d'un idéal bizarro, une compétition économique, alors que cette économie devrait nous servir à être à justement le vrai terme d'économie, un terme des sciences naturelles, qui est celle de l'économie de la nature, de la place de chaque chose, vivante ou non vivante, dans un système en équilibre. Et cet équilibre ne veut pas dire qu'on est tous égaux quelque part, mais que chacun a sa place et que chaque place est respectable. Voilà. Et on n'y est pas du tout. Donc, comment… Voilà. Et là, je pense que là, la vraie prise de conscience, elle est grâce au fait qu'on puisse rester chez soi, pouvoir méditer là-dessus, et comment est-ce qu'on va retourner dans le flot de la vie sociale, de la vie avec l'environnement, de la vie avec nous-mêmes aussi, en accord avec nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on peut ensuite, parce qu'on voit que toutes ces prises de conscience, si on continue à vivre avec le rythme dans lequel on était, c'est pas possible. Ça laisse pas le temps pour ça. Donc du coup, ça devient un espèce de slogan publicitaire. Préserve la nature, mais tout ça pour vendre du shampoing. C'est exactement ça. Ouais, c'est bizarre. C'est Oui, vrai. J'ai vu le premier réflexe de beaucoup de gens, ça a été, bon, ben, on va créer une boutique de vêtements, de ceci, de cela, de machin, mais avec des matériaux de l'ancien monde, j'ai envie de dire. Avec écrire dessus, même Sea Shepherd. Tu vois, Sea Shepherd, même Sea Shepherd, tu vois, enfin, je veux dire, bon, tu vois, ils défendent une cause qui est noble, que je soutiens d'ailleurs, mais en même temps, on le fait avec un bateau qui pollue tout autant que les autres. On imprime des sweatshirts en coton avec écrit dessus Sea Shepherd, et je parle d'eux, c'est pas du tout une accusation, pas du tout, parce que moi, je me sens dans ce monde-là d'ailleurs, enfin, tu vois, et je dis, c'est pas pour dire eux, mais non, on est tous ensemble, mais je me dis, il faut avoir un œil là-dessus. C'est-à-dire que même pour communiquer, leurs sweatshirts sont en coton avec écrit dessus Sea Shepherd, sauver la planète, sauf que ça, c'est un principe hyper chimique en réalité. Même si le coton est bio, c'est pas éthique. oui, Et je et me puis, dis, c'est bizarre qu'on en soit arrivé. Donc, le fait d'être chez soi et la solitude et tout ça, j'espère, va nous amener à avoir non seulement une prise de conscience, mais que cette conscience, elle soit en plus dans notre chair et dans nos actions, et qu'on ne soit pas là à dire, oh, un tel, il fait pas bien. On fait tous pas bien. Et on fait tous bien. Faisons au mieux, essayons de nous écouter et profitons de ce moment pour non pas maintenant sortir de la poésie que j'adore, hein,
Dieu seul sait à quel point j'adore la poésie. Mais là, c'est le moment d'en faire une réalité, quoi. De faire de ce monde un poème, vraiment. C'est Et de notre exactement vie à ça. nous, notre vie. Parce que même si on croit en les vies passées, futures, la réincarnation, tout ça, je me dis en tout cas là, tu as ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on attend, quoi? Oui, et c'est tout ce qu'on a, c'est maintenant, tu vois. Ça change beaucoup la relation au temps. J'ai observé des gens qui, justement, couraient un peu à droite à gauche pour faire tous les rendez-vous, pour voir les copines, pour faire le shopping, pour se prendre un café avec non sais qui, etc. Et qui, tout d'un coup, refusent un peu de voir du monde même, tu vois, qui se disent, non, j'ai envie d'autre chose, j'ai plus envie de ça me nourrit pas, c'est pas que je les aime plus, c'est juste que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de comprendre autre chose. Et je m'en réjouis parce que ça veut dire qu'on peut changer et que l'homme, c'est déjà un être qui est très adaptable. Et par ailleurs, quand on a une chance comme celle-ci, autant en profiter pour réfléchir sur comment je veux passer mon temps, tu vois. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Et après, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien aimer voir des gens. Et puis en même temps, alors quelquefois, on va juger une action comme étant superficielle et on va la comparer à une autre qu'on juge plus profonde, plus authentique. Mais moi, je m'amuse à dire, mais j'aime aussi, moi, être superficiel. J'ai pas envie d'être profond et grave en permanence. Tu vois. Et puis d'ailleurs, on peut même faire des choses qui semblent être superficielles et en même temps, on y vit des choses. C'est important. L'être humain, c'est un être qui est relationné. Tout C'est un à fait. mot peut-être qui n'est pas dans le dictionnaire, mais je sais que certains l'utilisent et j'aime l'utiliser. On est des êtres relationnés. Je veux dire, j'ai besoin, moi-même, quelquefois, je reviens d'endroits où je vois personne, comme là de Sibérie et tout, et là, ce n'est pas le cas, mais j'aime aller prendre un bain de foule, Ben oui, tu vois, aller et sentir aussi l'humanité et tout ça, retrouver des amis, passer des moments où on joue de la musique, où je retrouve des amis musiciens, où on se dit rien, on joue ensemble et on bœuf, comme on dit, d'autres avec qui on refait le monde, ainsi de suite. Et c'est superficiel, mais c'est génial ces moments superficiels, ils sont vraiment magnifiques. Mais après ça, si en plus on jouit aussi du fait de pouvoir apprécier la solitude c'est ça. et d'en tirer le nectar et l'ambroisie des dieux de l'Olympe, mais alors là, on est, on est béni. On est Oui, béni parce que du coup, c'est chaque moment et qu'on soit avec d'autres. Et en fait, le tout, c'est voilà, si on est bien à la fois avec les autres, quand on est seul, bah c'est merveilleux. Et si en plus on n'a pas à choisir entre l'un et l'autre, oui, ou qu'en plus, si tu veux. En fait, moi, j'aime bien ce que tu dis sur cette histoire de superficialité. Je pense que c'est ce qui compte, c'est l'intention derrière. Et si on a envie de faire un truc superficiel, c'est juste de le faire parce qu'on est là, parce qu'on a envie, parce que ça vient de notre cœur quelque part, et non pas parce qu'il le faut, parce qu'on l'a mis dans l'agenda, voilà, parce que tous les jeudis, je dois sortir avec mes copains, parce que tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait la grande différence. J'adore ce que tu dis par rapport à on n'a pas non plus besoin d'être dans une sorte d'intensité permanente. Par c'est contre, ça. être présent et faire un peu. Tu parlais du choix, mais je pense que c'est un choix aussi de choisir avec qui tu passes ton temps et parfois tu choisis de le passer avec toi-même. Et Voilà. puis de donner du temps aussi, quelquefois, il faut comprendre que les autres, souvent on a tendance à vouloir réduire le monde à soi-même, et du coup on s'identifie à ce monde que l'on crée, une culture, des choses comme ça. Et je me dis quelquefois, par exemple, voilà, je croise des gens et il y a des gens avec qui on va parler de la pluie et du beau temps, comme on dit. Et c'est des discussions qui mènent à rien, en fait. Mais c'est comme quand, je sais pas, moi je suis à la campagne ou je sais pas, puis je crois, et puis on me fait, ah, bah alors aujourd'hui, ah, bah comment ça va, monsieur machin, et ben voilà. Mais on donne du temps à quelqu'un, et en fait, on parle de rien, et la conversation, elle est presque ridicule. Mais c'est bon de donner ce temps-là à des gens ou même de s'asseoir sur un banc et de faire bon, tu vois, mais juste de donner un peu d'attention en fait. Ouais. J'adore ça. Et toi, tu es quelqu'un qui aime les gens. Je pense qu'on a ça en commun. Et justement, dans ce monde où voilà, tout le monde a une idée sur tout et surtout il y a beaucoup de critiques envers tout le monde, quel regard tu portes sur l'autre ou comment on peut éventuellement faire évoluer le regard qu'on puisse avoir sur l'autre?
Alors, ben déjà, à la base, je pense que j'ai pas trop de regard sur l'autre, en fait. Je suis plutôt assez, du coup, un optimiste un peu de l'humain. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice. Je me suis pas assez méfié de… Et je pensais pas trouver en face de moi autant de pathologies. Et je pense qu'il y a des gens qui sont… En fait, je vois aujourd'hui il y a vraiment pour moi comme une maladie. Euh, alors, j'aime l'autre, j'aime les autres. Enfin, j'y vais naturellement, en fait. Mais les années m'ont appris à avoir un peu plus de distance quelquefois. Alors, je m'empêche, par contre, je lève les yeux vers je ne sais quoi et je me dis, en tout cas, vous ne m'enlèverez jamais la confiance que j'ai naturellement dans le monde, même s'il m'est arrivé ceci ou cela. Et évidemment, comme tout le monde, avec les années qui passent, on a eu des déceptions, on a rencontré des gens avec qui on ne s'est pas compris, puis quelquefois, on s'est rendu compte de notre façon à nous de s'exprimer. Et c'est vrai que peut-être on s'est pas fait bien comprendre non plus. Donc, quelquefois, on peut être déçu aussi de soi-même dans la relation. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. C'est l'opportunité encore de changer. Et en même temps, plus on se confronte à des tas de gens, plus on a des schémas de pensée complètement différents. Donc, du coup, ça demande de grandir aussi et d'avoir une capacité de pouvoir s'adapter un large des gens complètement différents. Donc l'autre, tout à coup, devient les autres. Et après, dans les autres, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que je crois, ce que je dis, ce n'est pas des vérités, c'est ma vérité en tout cas, et pour aujourd'hui. Je pense que quand on s'exprime en groupe, le groupe, il est fort, mais le groupe est plus idiot que le plus idiot des individus qui la composent. Et du coup, c'est pour ça aussi que même quand un président s'adresse à un groupe, tout à coup, son discours devient très rigide, parce qu'on sait très bien qu'à un mot près, on peut blesser 200 000 personnes, 1 million de personnes. Donc tout à coup, on a une relation qui devient très rigide, très mesurée, il faut faire attention au moindre mouvement, de ne pas cligner l'œil en même temps que tu as dit tel mot, tel truc, parce que tout va être… Du coup, ce rapport-là au groupe, il est de moins en moins… comment dire, c'est moins un élan en fait. Il faut bien le mesurer parce que tout peut se retourner contre nous, comme si on était au tribunal. Mais du coup, le groupe s'exprime et bien, avec une latence, avec quelque chose. Par exemple, les prises de conscience que l'on a individuellement, pour que le groupe l'atteigne, il va falloir plusieurs générations. Et c'est ce qui crée quelquefois un décalage et quelque chose de très désagréable pour chaque individu. C'est qu'on se dit, mais rien ne va assez vite. Mais tout seul, effectivement, on est beaucoup plus léger, on va beaucoup plus loin, mais enfin, on va très vite dans sa tête. Mais en réalité, dans le monde physique, on est obligé d'y aller avec les autres. Nul ne peut être libre si tous ne le sont pas. Donc, il y a cette latence, il faut attendre avant qu'on soit bien accordé. Et ce sera peut-être pour la génération de nos enfants de plus tard. Qui sait? Tu me faisais réfléchir, le même Geshe dont je te parlais, enfin, qui veut dire professeur, un bouddhiste, dont lui il disait avant-hier, il réfléchissait au fait que quand la communauté dans son ensemble a un problème, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Et qu'au moment où tu essaies de rendre un peu les bonnes choses à la communauté, c'est presque te faire un service soi-même, tu vois, à toi-même, parce que sinon, le problème devient de plus en plus grand. Donc, c'est cette intention-là qui me semble intéressante quand on Bien parle sûr. du Mais tu vois, groupe. ce sont des questions auxquelles, tu vois, par exemple, ceux qui ont vécu la vie monacale, les moines qui soient franciscains ou un moine hindou, tu vois, dans l'hindouisme, il y a le karma yoga, c'est-à-dire l'action désintéressée pour le bien-être de la communauté, qui fait que nous-mêmes, on trouve le salut et le salut de l'âme. Donc, on voit que toutes ces choses-là, en fait, sont des questions et des réponses qu'on a apportées, mais depuis la nuit des temps. Et on se dit, et c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire que c'est qu'à chaque génération, quelquefois, j'ai l'impression que voilà, on a besoin de redécouvrir tout ça, évidemment. Et en même temps, voilà, ça m'étonne toujours de voir qu'on n'est pas installé justement dans cette sagesse et qu'on est plus encore dans une façon de fonctionner avec notre cerveau en réaction et avec l'affect et sans se servir vraiment de toute la philosophie. Pourtant, notre corps, il a acquis des tas de réflexes pour la survie qui sont acquis, c'est-à-dire même
voilà, il nous faut très peu de temps pour apprendre à marcher, parler, tout ça, machin. Mais comment ça se fait que dans le disque dur, il n'y ait pas avec fourni le logiciel et avec toutes les réponses philosophiques et qu'on ne l'ait pas en nous, quoi. Voilà. Mais bon, on y On fait travaille. avec, et en même temps, tu vois, c'est quoi la manière, on va dire, peut-être pas nécessairement la plus simple, mais la plus évidente, on va dire, pour que quelqu'un s'y approche un peu plus. Tu vois, une fois qu'on prend conscience, parce qu'en discutant, on prend conscience d'un certain nombre de choses, on n'est pas bête, hein, on arrive à comprendre. Et après, une fois qu'on a voilà, arrêté la vidéo, on passe à autre chose, je ne sais pas, on regarde un truc à la télé, et puis voilà, c'est passé. C'est quoi, d'après toi, ou, enfin, ou moi, je ne sais pas si le mot conseil il est intéressant là, mais en tout cas, comment explorer ça? Comment s'approcher un peu plus de, voilà, de son corps, de ce qui est en nous quelque part et de ce qu'on commence à comprendre, à être conscient quand on écoute, quand on lit quelque chose. Ben déjà, alors, ben j'aurais peut-être des petits conseils. Le premier conseil, c'est de jamais suivre la mode. Jamais suivre la mode. Il n'y a rien de pire. Si vous voulez vous trouver, il ne faut pas suivre la mode. Et non, faut suivre les saisons et ses propres saisons. Après, une autre technique aussi, par exemple, il y a, vous pouvez lire un livre, Vivre comme un prince de Henri Thoreau. Et en fait, voilà, j'encouragerais les gens à écrire un journal intime ou alors à dessiner. Mais même si on se retrouve devant une page blanche, ou même écrire le plus vieux style littéraire, la liste, on peut faire des listes, ou même écrire un mot, ce qui nous passe par la tête. Mais quand vous allez réouvrir ce cahier un an plus tard, bizarrement, quand vous allez ouvrir la page au jour où vous avez fait ceci et cela, même si c'était juste un trait, vous allez vous souvenir de ce jour et de cet état d'esprit et de ce pourquoi vous avez fait ce trait, ce dessin ou ce mot, ou peut-être vous avez écrit comme une diarrhée verbale. Et, mais pourquoi pas? Et en tout cas, ça permet de prendre un recul sur soi. Ça permet d'apprendre sur soi. Donc, ça peut être voilà, un journal ou dessiner ou avoir un carnet de dessin, mais d'avoir quelque chose, de faire ses propres recherches. Ou comme Rousseau, on peut faire un herbier. J'en sais rien, il y a plein de choses comme ça. Mais d'avoir un cahier où il y a des notes à nous, nos notes à nous, nos réflexions. Ça, c'est pas mal. C'est utiliser une de nos fonctions cérébrales, en tout cas. Et pour pouvoir faire. Et puis, ça revient à faire une espèce de psychanalyse. Mais sauf que dans la psychanalyse freudienne, il faut payer, ça fait partie du truc. Là, c'est gratos. Et personne ne vous répond, c'est pareil, mais c'est chez toi. Et du coup, un an plus tard, ça fait son chemin. Après, bah, avoir une pratique évidemment physique, une hygiène. On en a parlé l'autre fois. Ce qu'on appelle le yoga aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le yoga, c'est une partie du yoga, et c'est la partie entretien, un petit peu. C'est l'hygiène, l'entretien. Donc, on peut aller courir, on peut faire ce que l'on veut, mais ce qui est bien dans la gymnastique yogique, c'est qu'elle a été pensée pour, pour toucher à pour toucher un peu à tout, c'est complet en tout cas. Voilà, moi j'ai fait du kayak et du canoë de course en ligne pendant des années et à un bon niveau. Mais par exemple, en canoë, c'est un très bon sport, mais c'était pas, on ne développait qu'un seul côté. On se retrouvait complètement physiquement, donc ça n'allait pas pour. Là, dans la gymnastique du yoga, il y a quelque chose qui comprend le corps éthérique, le corps physique, pour certains le corps astral, mais tout ça est pensé. Ça touche à tout. C'est ça la différence en tout cas. Et en plus, le bonheur, c'est qu'on peut les faire un peu partout, quoi, ces mouvements-là. On n'a pas besoin d'un cadre très Et spécifique. tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin de tapis, tu n'as pas besoin de ces. C'est là où je suis content d'avoir découvert le yoga à une certaine époque et avec certaines personnes comme Baptiste ou même Haroun, parce que bah justement, on avait besoin de rien, pas de tapis, pas de briques, rien du tout. Et ça coûtait rien du coup. C'est là où ça représentait quelque chose. Comment dire? Et je dis pas, moi je suis pas hein, contre l'argent, contre le travail, contre tout ça. Je suis pour un équilibre de tout ça et pas vivre dans un monde complètement aliéné. Je suis même pas contre la pollution. Même là, quand je parle, je pollue, je produis du CO2. Donc le truc, c'est que la nature, elle a prévu la transformation
des émissions de CO2. Nous, on fait du nucléaire et on ne sait pas quoi faire du... Mais le nucléaire, ça peut être propre, mais vous voyez, bon, ça permet de réfléchir à tout ça. Mais donc voilà, oui, faire des pratiques physiques ou même dans le Tao. Le Tao, c'est du yoga en fait, c'est l'évolution du yoga, mais en Chine. D'ailleurs, en Chine est né le zen. Et donc, toutes ces pratiques sont vraiment... Mais après, ou même si après, on a une affinité religieuse, qu'on appartient à une famille, on trouvera tout ça chez les mystiques de chaque famille religieuse. Chez les mystiques musulmans, on a les soufis, qui eux sont vraiment des mystiques. Donc, ils ont des pratiques physiques dans lesquelles ils intègrent l'expérience mystique et se rapprocher de soi et de son inconscient. Pareil chez beaucoup de mystiques chrétiens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc, qui que l'on soit, et toutes ces actions ne sont pas une action qui annule celle de l'autre, de son voisin. Même à la limite, elles s'additionnent et elles vont toutes au même endroit. Je l'appelle un endroit parce que ça m'étonne toujours de voir des gens qui parlent de spiritualité, qui peuvent être très sages dans leurs mots, mais qui vont critiquer les autres façons de faire. Et quelquefois, d'ailleurs, ils commencent leur phrase en disant « je ne comprends pas les gens qui font ceci et cela ». Et moi, je leur dis à chaque fois, je dis bah, « tu le dis toi-même, je ne comprends pas ». Donc voilà, ça s'arrête là, point. Mais après, je me dis, si on considère que c'est un endroit, si on est à cet endroit, qu'on l'appelle le nirvana, le ceci, le samadhi, le satori des japonais, peu importe. Si on est dans cet endroit, mais on se fiche de savoir, si ce n'est par curiosité, mais en tout cas, si on est arrivé ici en skateboard, en fusée, en basket, pieds nus, ou peu importe. Après, j'ai envie de dire, si celui qui pense qu'il y a les pieds nus, c'est plus authentique que celui qui y va en voiture, bah écoute, vas-y pieds nus. Et je ne t'empêche pas d'y aller pieds nus. Mais n'empêche pas celui qui va en voiture d'y aller en voiture, et ainsi de suite. Et chacun a son école, avec ses structures et tout ça. Moi, j'ai une règle. Si je rentre dans la maison de quelqu'un, je ne vais pas discuter les règles. Si on me dit, je crois que j'en parlais peut-être la dernière fois, je ne sais plus. Mais... Non, mais c'est tout à fait ça. C'est ton un voyageur qui amène à respecter tous les autres, quoi, tu vois. Et leurs règles à eux et leur culture à eux, c'est exactement ça. Après, ce qui peut être difficile quelquefois, moi je vois dans mon cas, j'ai souvent été confronté avec, donc, c'est-à-dire je comprenais, j'arrivais dans les maisons et je respectais tous les trucs et tout ça. Puis après, quelquefois, par moment, je me permettais de dénoncer un peu de ma vérité, de moi. Et là, je voyais que c'était difficile à comprendre et que même ça pouvait être ressenti, vu, entendu comme une provocation et comme une annihilation de ce que l'autre est. Parce que l'autre, tout à coup, lui disait, mais alors si tu penses ça, ça veut dire que tu penses que ce que moi je fais, c'est nul. Et là, mon Dieu, quelquefois, on rentre dans des... Et je me dis, mais non, mais pas du tout. C'est juste que l'écureuil existe, l'éléphant existe aussi. Ils sont tous les deux dans le même monde. Pour les deux, l'arbre sera exactement le même, mais juste eux, de là d'où ils sont, ça représente... C'est pas la même chose. Et l'éléphant ne peut pas grimper à l'arbre. L'écureuil, oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adresser au même monde de la même façon. Leur nourriture sera différente, leur structure va être différente, et pourtant c'est le même monde. Ils ont ça en commun. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, je veux dire, c'est pour ça que quelquefois, il y a des gens qui sont très spirituels dans leurs mots, mais qui dans l'application, en fait, on voit que ça ne marche pas. Tu vois, je prenais l'exemple, il y avait un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Wild Wild Country, sur Osho. Et tu vois, en lisant Osho, tu peux te dire, waouh, ce mec, il est d'une intelligence rare, il a compris des choses incroyables. Puis tout à coup, tu vois le documentaire, ou si tu t'intéresses à sa vie, ou si tu as vu, tu te dis, mais comment ça peut être un flop total, quoi. Et comment ce gars qui parle de liberté, ils se sont retrouvés en fait à créer une espèce de secte, ils se sont tous habillés en rouge, et tu te dis, en fait, et à chaque fois je pense à ça, je me dis qu'effectivement dans sa tête c'est facile d'imaginer un monde idéal. Le problème c'est que ces gens-là, en fait, sans le vouloir, sans le savoir, je ne sais pas comment, ils se retrouvent à réduire le monde à eux-mêmes. Et ce qui est logique pour eux, et ils n'arrivent pas à admettre quelque part, enfin, d'une certaine façon, ils n'admettent pas qu'il y a des tas d'autres gens, quoi, et qu'ils ont le droit d'être là. C'est ça qui est fou. Et c'est ce qui crée tous nos conflits. C'est-à-dire qu'on veut tous le bien. Mais on se dit, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Ben parce que, en fait,
tout le monde le veut, mais à condition de suivre une seule et même règle, sauf que c'est un compromis. Les oiseaux volent, les poissons nagent, et pourtant ils vivent dans le même monde. Et les poissons ne disent pas aux autres qu'il faut nager, et les oiseaux ne disent pas aux autres qu'il faut voler, et que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est parce que chacun se construit sa propre vérité, qui n'est pas du tout la vérité absolue, mais c'est sa vérité à soi. Bien Donc, du sûr. coup, dans cette vérité-là, on n'arrive pas à voir les autres vérités, on va dire, et du coup, il y en a très peu qui sont ce que enfin, les bouddhistes appellent les vérités nobles et originelles. Enfin, c'est ces choses-là qui font qu'à un instant donné, on peut avoir un accord l'un vis-à-vis de C'est pour l'autre. ça que je crois que les grandes sagesses, en réalité, sont des sagesses silencieuses. Parce que à partir du moment où on l'exprime, on peut l'exprimer avec beaucoup de façon très sophistiquée, de façon enfin, voilà, très intelligente. Mais, mais si on n'arrive pas à comprendre que tout le monde n'est pas pareil, et, et à partir du moment où on en parle, en fait, ça fige quelque chose. Et du coup, cette chose qui normalement doit être flexible devient quelque chose de posé, et alors les gens vont y entrer par le monde de l'intellect et vont commencer à le triturer. Mais alors, si on bouge, si on peut faire comme ça, alors, et ça devient des règles, et ça devient, ah mon Dieu, ça devient quelque chose qui devient un casse-tête. Et à la fin, ça devient une institution, et à la fin, ça devient une administration en réalité. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est un travers de l'esprit humain que de transformer ce qui est simple? Tu vois, quelquefois, par exemple, je vais dire une chose, et c'est pas pour blesser ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai des amis qui sont bouddhistes, qui sont moi-même, j'étais, tu vois, dans des endroits incroyables et tout ça, mais une fois, je disais justement, pour rigoler, à un ami qui est moine, qui est à fond, tu vois, qui est bouddhiste et tout ça, et je lui dis, bon, alors toi, tu t'es enfermé 30 ans dans un monastère, tout ça pour à la fin aimer ton voisin, quoi, et dire qu'il faut être bienveillant. Et je fais, viens là, viens dans mes bras, t'es trop mignon. Mais je fais, t'as pas eu une maman qui t'a expliqué ça? T'as pas eu un papy, une mamie, un papa, un frère, une sœur? Enfin, je veux dire, reviens là, vas-y, pleure un petit coup, oui, ça va aller. Je fais, tu te rends compte? Je fais, rentrer dans un truc, t'habiller en... Tout ça pour dire, sois bienveillant. Et en même temps, je viens d'une famille chrétienne, pas pratiquante forcément, mais je veux dire, tu vois, j'ai une famille portugaise, et au Portugal, tu rigoles pas avec Jésus, tu vois, c'est très important. Et ce que je comprends et ce que je respecte énormément. Mais j'ai envie de dire tout ça pour pardonner. Je fais vraiment, c'est-à-dire tout ça, et tout à coup, quand tu réalises le truc, tu dis, bah, ah ouais, mais c'est dingue. Je fais, bah oui, c'est dingue. Je fais, viens là. Je fais, je te pardonne, moi. Il n'y a pas de problème. Il a réagi comment? Comment? Il a réagi comment, ton pote? Ben, en fait, en parlant comme ça aussi simplement, il se rend compte. Alors après, ce que je disais à mon ami, je lui disais, mais je comprends en fait que quand tu rentres dans une école, on ne discute rien. Par exemple, moi, je le fais. J'ai été d'ailleurs avec mon professeur indien, lui, c'était un swami hindou. Donc, il vient d'une. J'étais avec un moine, quoi, pendant 3 ans quand même. Donc, j'ai compris ça, j'étais avec et je discutais rien. Je rentrais même pas dans ce genre de discussion. J'allais pas. En plus, c'est pas dans le souci de provoquer, mais quelquefois, ça provoque. Et bah oui, parce que tu vois, on se dit, mais tu te prends pour qui? Je fais, bah, pour moi. Mais bon, bref, mais j'ai pas envie de m'amuser à ça. Mais c'était juste pour dire, mais en fait, c'est quelque chose à la base qui n'appartient pas à une institution. Ça appartient à l'humain, quoi. C'est naturel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces traditions, pour moi, à partir du moment où on a posé un mot, une structure, elle va toucher une partie du cerveau et ça va dessiner une liaison entre une liaison, ce qu'on appelle, je ne sais pas, la structure de la religion, l'apparition de quelque chose de supérieur à soi. Et ça, il faut créer le réseau neuronal dans notre cerveau. Et ça va passer par une nomination des choses, une façon de, peut-être un rituel. Il va falloir entrer dans un concept, en fait. Et ça va permettre à l'esprit de le conceptualiser et d'en faire quelque chose. Donc, du coup, c'est en cela que c'est respectable d'être chrétien, d'être musulman, d'être religieux ou même d'être un athée. Mais si on s'est construit à travers cette structure, parce que même pour l'athée, je veux dire, le mystère existe. Et même s'il n'y a pas de mystère autour de lui, on reste, lui-même est un mystère. L'être humain est un mystère à lui-même.
Donc, il retrouvera cette… Mais c'est pour dire en tout cas que peu importe l'école, ça reste respectable. Et ce qui est intéressant, c'est le schéma que ça va créer dans notre cerveau, la façon dont on va aborder la spiritualité. Et si ça se passe naturellement, si on est des autodidactes, alors après, c'est là aussi où ça peut être dangereux pour certaines personnes, dont la structure, quelquefois, est un peu trouble, et les gens qui sont dans la confusion. Et en ce moment donné, je parlais de folie tout à l'heure, que je peux voir un peu quelquefois autour de moi ou dans la rue, et moi, je suis touché dans ma famille par la schizophrénie. Et du coup, quelquefois, je reconnais, je ne peux pas m'empêcher de voir le monde par le spectre de la schizophrénie. Et souvent, je me rends compte que dedans, dans la confusion qu'il y a et dans le danger de s'exprimer en permanence, d'utiliser les mots, c'est une bonne chose pour échanger. Il faut des esprits clairs et des gens qui ont envie de débattre. Mais le problème, c'est que souvent, par exemple, le paranoïaque, lui, il a toujours raison. Et un paranoïaque, il ne sait pas qu'il est paranoïaque. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a raison. Et là, va savoir, aujourd'hui, le problème du monde marchand, ce n'est pas le fait de marchander, parce que moi, j'aime marchander et j'aime acheter, je vais acheter mon fromage chez le fromager, j'ai des amis qui sont des commerçants, et c'est bien d'être commerçant, c'est bien. Sauf que le problème, c'est quand le commerce en soi est une finalité, quand le bénéfice est une finalité, que ce n'est pas en fait la relation humaine, que ce n'est pas ceci, que ce n'est pas cela. Et ça transforme tout. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, où je voulais en venir, mais j'avais ma petite idée et je l'ai perdue. Elle va revenir. Peut-être qu'elle était moins importante, tu sais, là maintenant tout de suite, ce que tu disais, c'était pas pour une certaine finalité, c'est plutôt pour échanger, parce que tu nous fais Oui, partager un voilà. peu, voilà, ce qui vient, quand ça vient. Non, on parlait un peu de ton ami bouddhiste et du fait qu'on rentre dans des règles qui sont très strictes et qu'une fois que tu es dans ces règles, voilà, on les challenge pas. Et en fait, je pense que on se construit chacun sa vérité, on se donne des règles et après on pense que c'est que ces règles-là qui peuvent être En fait, je pense que intéressantes, on va dire. c'est comme l'éducation. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure éducation. Il y a juste eu, tu as ton père, tu as ta mère, si tu as les deux, ou tu as l'un, ou tu as l'autre, en tout cas, ou ton grand-père, ta grand-mère, ou peu importe ton histoire, mais tu as les gens qui vont t'éduquer. Et entre la relation qu'il y a normalement entre un enfant et les gens qui l'éduquent, il peut pas y avoir, enfin, il peut pas y avoir, enfin, c'est un peu, comment dire, c'est une caricature hein, que je fais. Mais en fait, par exemple, il n'y a rien de plus insupportable pour des parents que par exemple, tu vas dire quelque chose à ton enfant, et puis il y a quelqu'un à côté qui élève son enfant de façon complètement différente et qui va se permettre et rentrer et dire mais non, vous ne pouvez pas faire ça parce que chez moi on fait comme ça. Je fais mais qui vous êtes? Laissez-moi élever mon enfant comme j'en ai envie. Et en fait, il n'y a pas de meilleure éducation. Donc je pense que quand on est dans une école, on doit suivre vraiment le truc. Si, en tout cas, moi, en tout cas, si je le fais, quand j'étais avec mon professeur, par exemple indien, genou au sol, j'ai fait plein de trucs que je trouvais débiles, mais je discutais rien, je le faisais. Par contre, ça ne m'empêche pas de penser ce que je pense, et ce n'est pas du tout une critique. Je comprends que chacun puisse faire ceci ou cela. Des choses, enfin, quand je dis des choses débiles, et des choses merveilleuses aussi. Et ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas en adéquation forcément avec tout, mais je n'allais pas discuter tout ça. Par contre, si je ne suis plus d'accord, ben, je vais faire mon propre chemin. Et je n'ai même pas besoin de l'opposer à ce que j'ai fait avant ou ceci, cela. Et d'ailleurs, tout a été une pierre à l'édifice. Donc voilà, et c'est ce que je disais donc à mon ami qui lui était à fond dans le bouddhisme et tout ça. Je lui disais, mais viens là, je te respecte, mais tu n'es pas obligé de me dire que je dois faire ceci, que je dois faire cela, que regarde-moi, essaye de me voir, moi. C'est pour ça que j'ai ce nom Nasti Yogi. On me disait quelquefois, pourquoi tu dis Nasti Yogi? Je vais te raconter l'histoire en fait. Un jour, j'étais aux États-Unis et je donnais un cours en banlieue de Detroit, donc de Détroit. Et c'était à Birmingham. Et là-bas, c'est le contraire de la France. Quand de la banlieue, c'est plutôt le côté très riche. Et Détroit, à l'intérieur, c'est vide, c'est une ville Ah oui, c'est incroyable. une des horribles, quoi, les plus horribles Moi, villes des US. j'ai adoré. Quoi. Ah ouais, bah ouais, j'ai adoré. Et puis, je me suis même retrouvé dans un cours, un espèce de yoga, mais fight club. C'est des gars qui rigolent. Eminem. Franchement, ouais, au niveau du 8 Mile, justement, c'était énorme. Hein. Mais bref, et je me retrouve à donner un cours, en fait. Et ce jour-là, j'étais venu à pied, il faisait moins 15 degrés. Tu sais, il peut faire très froid là-haut. Il faisait moins 15, et puis j'allais donner mon cours. Donc j'arrive avec le nez rouge qui coule, les joues toutes rouges et tout ça. Et là-bas, à l'américaine, tout le monde est venu seul dans sa voiture, avec une voiture avec le siège chauffant, la totale, un 4x4, tout le monde. Hein.
Dans le cours, il y a 80 personnes, quoi. C'est énorme. Et puis là, quand j'arrive, tout le monde me fait « Oh my God, what happened to you ?» et tout ça. Mais, oh, mais pourquoi tu es venu à pied? Tu aurais pu appelle-nous, dis-nous. Tout le monde me propose, me dit, il y en a même qui me disent « Mais je peux te prêter une voiture ?» Mais puis là, je fais « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Du genre, non, j'ai marché parce que j'avais envie de marcher. Je suis un Européen, tu vois, à Paris, on marche. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était il y a quelques années, moi, je découvrais un peu, je faisais une tournée là, à ce moment-là. Et je me rendais compte à quel point, en plus à Détroit, c'est la culture de la voiture, tout se fait en voiture. C'est la ville de la voiture, par Non, mais excellence. c'est incroyable, hein, Los Angeles, tout ça en voiture. Mais là, c'était du coup, genre, ils étaient choqués. Et puis, tout le monde avait des t-shirts Sauvez Willy, Sauvez le soldat Ryan, Sauvez la planète, faites du yoga, namasté, 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 inscrit. Et puis moi, à la fin du cours, gentiment, mais je l'ai fait un peu, voilà, c'est une petite provocation gentille, mais puis tout le monde me fait oh, namasté, namasté, namasté. Et moi, je prends le micro et je fais I'm nasty. Et ça, et aux États-Unis, en fait, c'est pas une blague, c'est pas une bonne blague, en fait. Et moi, je te jure, C'est moi, pour ça que je suis mort de rire. J'imagine la scène. Alors, en français, pour ceux qui ne savent pas, nasty, c'est je suis dégueulasse, c'est ça, non? Oh, bah oui, enfin bon, on peut traduire autrement, mais bon. Je suis tout pourri. Voilà, je suis, enfin ouais, je fais un peu, oui, on va dire des bêtises un peu inavouables, quoi. Enfin bon, ça Oui, peut être. voilà, je suis nasty, quoi. Je suis pas fréquentable, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et du genre, voilà, je prends le micro, puis je fais, c'est comme Travolta dans Pulp Fiction, quand il prend le micro, il fait I'm nasty. Et là, tout le monde, oh, puis ils viennent me voir, il faut me ça va pas, pourquoi tu dis un truc pareil, tout ça et tout. Puis là, je leur dis, je fais non, mais parce que ça m'amuse, parce que j'ai pas envie de prétendre et dire, en fait, je me dis que souvent dans le yoga, souvent il y a un truc où quand on a découvert tout ça et qu'on a pris conscience, on a l'impression de tout à coup on se met d'un côté de l'humanité où nous on va pouvoir pointer notre doigt sur les autres et dire moi je suis du bon côté de la barrière et je suis du côté des gens gentils, du bien. Et on va parler des gens qui polluent, de ceci, de cela. Sauf que moi, je me dis, je fais partie de toute, je préfère embrasser la médiocrité du monde parce que je fais partie de cette humanité, je suis fait de la même boue. Et plutôt que de me dire que je fais partie d'une élite et que du coup on peut se permettre de parler, et alors on se met une auréole, je suis un yogi, j'ai tout compris et tout ça, tout ça. Et non, ça sert à rien. Et je me dis, tu vois, par exemple, voilà, je me dis que si on a affaire et que dans le lot, il y a des tas de paranoïaques qui s'expriment, alors autant se considérer, se faire partie de cette humanité et l'embrasser avec tous ses travers. Et dire, c'est pas toi qui est pas bien, c'est nous. Nous, ensemble, le groupe, là, ensemble, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien, on est tout dégueulasse. En même temps, il y avait un autre truc qui avait traversé mon cerveau, c'est quand je vivais à Bordeaux, il y avait une boulangerie qui s'appelait en fait, il y avait, ouais, je vivais rue de la Rousselle pendant un moment donné, je devais avoir 17 ans ou 16 ans, et je vivais, et puis là, il y a une boulangerie qui a ouverte et qui s'appelait Au pain dégueulasse. Et c'était quoi ce délire? Pourquoi? Et puis on va voir le gars et on lui dit, mais votre pain, il est dégueulasse. Il fait, non, mon pain, il est bon, mais justement, moi, j'en ai marre. Je fais, tout le monde est là, il y a plein de boulangeries qui ouvrent, et ils écrivent au bon pain. Et le pain, il est dégueulasse. Alors, il y en a marre. Alors, moi, j'ai écrit au pain dégueulasse. Tu sais quoi? C'était plein. Il y avait la queue devant la boulangerie. Tous les jours, c'était énorme. Il y avait même les télévisions qui avaient fait un truc dessus et tout. C'était incroyable. Et à un moment donné, je me suis retrouvé donc, avec tous ces gens autour de moi qui avant, alors ils faisaient tel métier ou tel métier ou tel métier, puis tout à coup ils changent et ils vont dans le bien-être, et ils ont des noms magnifiques. Et en même temps, je me dis, c'est bien, petite fleur du Sud, machin, truc de la lumière de machin. Et je me dis, ok, c'est bien lumineux tout ça, mais il faut comprendre qu'en fait, tout ça, c'est nous. C'est nous, quoi. On ne peut pas se couvrir d'un coup d'or parce qu'on a compris intellectuellement, qu'on a fait une démarche de prise de conscience intellectuelle. Et ce qui est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Et puis d'ailleurs, il faut toujours encourager le moindre effort. C'est bien, allez-y. Mais doucement, papillon, tranquille. Lotus. Tout ça, c'est nous. Donc du coup, viens là et regarde, tu vois ce que je porte là, c'est un coton. Là, je porte de l'élastane, c'est du pétrole. Et en même temps, on dit, ah, c'est pas bien, ça pollue. Oui, mais en même temps, quelque part aussi, ce qui fait que notre cerveau est tranquille et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans nos salons et qu'on peut parler de tout ça,
ça a été l'effort des générations d'avant, de nos parents, de nos grands-parents, qui eux ont vécu l'époque industrielle, tout ça. Et alors aujourd'hui, oui, on peut le critiquer, mais en même temps, sans ça, aujourd'hui, on ne serait pas dans ce confort qui nous permettrait, voilà. Et là, pendant une crise sanitaire, pour la plupart, vous voyez, en Inde, si tu n'as pas le confort d'être chez toi et de pouvoir profiter, de jouir, de zoomer ensemble, de pouvoir discuter, on serait juste en train d'essayer de survivre. Donc du coup, il ne faut pas cracher dessus, il faut réfléchir ensemble pour soi, donc le retour à soi, là, dans le confinement, le retour à l'autre, évidemment, se poser là, on a l'opportunité de non seulement se poser les questions, mais à se préparer à retourner dans le flow. Est-ce qu'on veut y retourner de la même façon? Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, tu vois, là, nous, on est tranquille, on peut se poser ces questions, mais il y en a qui sont pris au coup, ils sont pris, je ne sais pas comment on dit, ils sont pris quelque part, en tout cas, par l'urgence. Ils doivent nourrir leurs enfants à la fin du mois, ils doivent se nourrir eux-mêmes, et là, ils se disent, mais c'est bien beau, mais moi, je fais comment? Et puis, moi, c'est trop tard, j'ai peut-être un crédit sur le dos, enfin, je veux dire, j'ai des gens qui ne vont pas me laisser tranquille. Et en même temps, là, je ne me permettrai pas de leur donner, je suis tout cœur avec vous, je ne sais pas comment moi je peux vous aider, je sais pas si ce que je dis même peut aider, parce que j'en sais rien. J'espère, je dirais comme les Indiens d'Amérique du Nord, j'espère que le grand mystère est avec toi et que toi, tu as suffisamment d'intelligence et de lumière en toi et de force pour pouvoir changer ce qui t'arrive. C'est la chose la plus sincère que je puisse dire sans vendre du bonheur, sans vendre quoi que ce soit. J'ai vraiment rien à vendre, les amis. Mais c'est le meilleur conseil. Voilà, je sais pas. Et si nos chemins se croisent, j'espère que je serai là, que je serai à la hauteur. Et pareil pour l'autre, envers moi. Du coup, essayons de construire une communauté de gens bienveillants ensemble. C'est ça. Et de comprendre que cette communauté de gens bienveillants, elle doit se faire déjà vivre avec nous de façon bienveillante. De voir qu'on ne peut pas continuer à être pressé. Si vous faites des enfants, est-ce que vraiment le monde de demain, vous voulez qu'il soit pris par le temps comme ça? Alors les gens disent, bah oui, mais c'est la réalité. Je fais, non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité dans la nature. Et là, les gens me disent, mais alors tu veux retourner à la nature? Je fais, non, pas forcément. Je veux dire, d'ailleurs, notre cerveau et ce qu'il crée, on croit que ça appartient à la nature. C'est juste que notre cerveau, c'est la nature. On ne l'a pas créé. Nos mains, c'est la nature. Donc, même si on crée des choses qui ne sont pas naturelles, comme un ordinateur, comme des toits en zinc, comme des tuiles en ardoise, comme des... Je veux dire, c'est cet imaginaire, cette possibilité de conceptualiser, tout ça, ça nous est soufflé. On emprunte cette intelligence quelque part. Cette intelligence, ce serait intéressant de voir d'où elle nous vient. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est obligé d'utiliser tout ce qu'on découvre. Elle est peut-être là, l'intelligence, dans le fait d'être capable de faire, mais de ne pas faire. Justement, tu vois, on peut discuter pendant des heures. J'étais en train de regarder l'heure et je dis, Ah oui, c'est vrai. bah voilà, tu vois. Mais la bonne chose, c'est qu'on a encore plein de choses à se dire. Et pour revenir à ce que tu dis souvent, si ça n'aide pas, au moins, ça ne nous fait pas de mal. Oui, ça ne fait pas de mal. Et souvent, ce que je dis, c'est amusez-vous. Sinon, à quoi bon? Ben, je voulais terminer sur une note de poésie parce qu'on adore tous les deux la poésie. Est-ce que tu as quelque chose en tête est-ce que tu as voilà, un petit poème ou quelque chose que tu as envie de partager avec nous? Là, non, tout de suite. Attends. Attends. Là, comme ça, non, là, je ne sais pas. Il n'y a rien qui te vient tout d'un coup? Comment? Il n'y a rien qui te vient tout d'un coup? Un air? Oui, quelque chose. Enfin, si c'est pas de... Ah oui, oh ben là oui, j'avais un air, c'est parce que je chantais ça l'autre jour, j'avais même fait une petite vidéo, c'était Fisherman des Congos. Oh, fisherman, roll, keep on roaring your boat. Ben, tu vois, j'adore. Bon, on va parler un peu plus de poésie et de voyage la prochaine fois. Hein. On essaie de faire ça. Et peut-être qu'on essaye de le faire en invitant les autres pour qu'ils puissent te poser des questions. Enfin, je réfléchis à ça, on va voir. Si on est un peu plus égoïste ou un peu plus ouvert, on verra bien. Qu'est-ce que ça va donner dimanche prochain. Baba, je t'embrasse. Merci beaucoup. Je t'aime. À dimanche prochain. Bye bye.